Ce mercredi 7 janvier 2026 ne sera jamais un jour comme les autres pour Saint-Tropez. Il marque l'instant précis où l'âme lumineuse de la presqu'île s'est éteinte, laissant derrière elle un vide abyssal et glacé. La France entière est encore groggy, tentant désespérément de réaliser que Brigitte Bardot n'est plus une nouvelle qui a frappé le pays de plein fouet il y a à peine quelques jours. Mais c'est dans cette petite bourgade du Var que l'émotion est à son comble, où l'on s'apprête à vivre des heures d'une intensité dramatique que personne n'aurait pu imaginer, une tension palpable à chaque coin de rue. Choisir cette date au cœur d'un hiver rigoureux, loin des folies estivales et des paillettes artificielles que l'icône avait fini par détester, est un symbole d'une puissance inouïe. Oubliez les adieux grandioses et les foules immenses. Ce qui se prépare ici n'a rien d'un spectacle public, c'est tout le contraire. Il s'agit d'une cérémonie clandestine organisée dans le plus grand secret, respectant à la lettre la volonté farouche de celle qui a passé des décennies à se cacher des regards indiscrets. Devant le portail mythique de la Madrague, une montagne de fleurs ne cesse de grandir depuis l'annonce fatale comme un dernier rempart vibrant de couleurs face à la grisaille morne de ce mois de janvier. C'est une vision saisissante, ce contraste entre la vie éclatante de ces bouquets et le ciel bas et lourd qui pèse sur la propriété endeuillée. À l'intérieur des murs de cette demeure légendaire, le temps s'est figé. Bernard Dormal, son mari, et fidèle allié des derniers combats, s'est barricadé imposant un huis clos total et impénétrable. Mais pourquoi un tel mystère et une telle distance? Ce délai jusqu'au 7 janvier n'est pas anodin. Il a offert à la famille le temps nécessaire pour verrouiller la zone avec un dispositif de sécurité digne d'un chef d'État afin que cet adieu reste le leur, et non celui des objectifs du monde entier. C'est une véritable course contre la montre qui s'est jouée pour protéger la sacralité de cet instant ultime loin des prédateurs d'images. La pression médiatique est suffocante, assiégeant déjà la cité corsaire, mais dans les rues de Saint-Tropez, l'ambiance est lourde empreinte d'un silence respectueux qui en dit long. Les locaux, ceux qui avaient l'habitude de la croiser au hasard d'une ruelle ou devant un étal de marché, savent pertinemment qu'ils ne perdent pas juste une célébrité du voisinage. Ils sont en train de perdre le cœur battant et l'esprit rebelle de leur village, une présence qui semblait éternelle. Le cimetière marin, ce joyau suspendu au-dessus de la Méditerranée où reposent donc déjà ses parents et son premier amour. Roger Vadim attend maintenant avec solennité sa résidente la plus légendaire. Il y a quelque chose de terriblement déchirant, une douleur sourde à imaginer cette scène finale. Bébé, cette force brute de la nature rejoignant sa dernière demeure dans la fraîcheur piquante d'un matin d'hiver bercé par le fracas des vagues et le souffle du Mistral, ces éléments sauvages qui étaient ses seuls vrais frères. Ce mercredi signe la fin irrévocable d'une époque, le crépuscule définitif d'une idole, qui a décidé de partir exactement comme elle a vécu ces dernières années sans compromis. Elle s'en va libre sauvage et totalement insaisissable, échappant une dernière fois à ceux qui voulaient la posséder. Ce fossé immense entre la perte colossale ressentie par le pays et la simplicité austère de ses obsèques crée un malaise profond, un vertige incompréhensible pour beaucoup de Français. C'est un paradoxe troublant de voir celle qui a prêté ses traits à Marianne, incarnant la République et la liberté française, rejeter avec obstination les hommages de la nation pour son dernier voyage. Refuser les honneurs nationaux, c'est son ultime pied de nez, une cohérence radicale jusqu'au bout. En temps normal, quand un monument de cette envergure s'écroule, Paris s'arrête de respirer et se fige dans le recueillement. On s'attendrait à voir les drapeaux en berne et à entendre l'éloge funèbre résonner dans la cour des Invalides, comme ce fut le cas pour les géants Jean-Paul Belmondo ou Charles Aznavour. Mais avec Brigitte Bardot, rien de tout cela ne se produira, car elle n'a jamais rien fait comme les autres. Le président Emmanuel Macron a beau saluer la mémoire d'une légende du siècle, l'État est totalement impuissant face aux dernières volontés d'une femme qui a toujours vécu en marge des règles établies. Et c'est là que réside le véritable drame intime de ce 7 janvier 2026. Le public se sent orphelin, privé de son droit au deuil, comme si on lui interdisait de pleurer sa propre histoire. Des millions de Français auraient souhaité marcher en cortège derrière son cercueil, chanter et pleurer à l'unisson pour évacuer cette immense tristesse de voir s'envoler l'icône de leur jeunesse. Mais Bardot, fidèle à son caractère frondeur et intransigeant, leur refuse cette catharsis collective, préférant la vérité crue à l'émotion de masse.
Elle qui exécrait par-dessus tout l'hypocrisie mondaine et les faux semblants du show business a posé son veto. Sa mort ne sera pas un spectacle télévisé. Elle a verrouillé sa sortie de scène avec la même rigueur et la même passion qu'elle mettait à défendre ses animaux, sans aucune concession possible. Cette intimité stricte qu'elle impose résonne comme une ultime rébellion, un dernier acte de défi face au monde. C'est un rappel brutal et nécessaire. Si son image a appartenu à la terre entière sa vie, elle n'a jamais appartenu qu'à elle-même. Les chaînes d'information en continu tournent en boucle privée d'images officielles contraintes de meubler avec des plans lointains et des archives poussiéreuses faute d'accès. La foule massée derrière les barrières de sécurité vit cet instant historique par procuration, le cœur serré. Ils sont partagés entre la frustration amère de ne pas pouvoir lui dire adieu et une admiration sans borne pour cette intégrité absolue qu'elle a maintenue jusqu'à la fin. Même dans la mort, bébé reste indomptable, forçant la République entière à s'incliner devant son désir de solitude. Elle transforme ce qui aurait dû être un événement d'État grandiose en un secret de famille, jalousement gardé, laissant le monde à la porte. Mais au-delà de l'intimité stricte de la cérémonie, une ombre douloureuse et mélancolique plane sur ses funérailles. Il existe un détail qui rend ce départ encore plus poignant et cruel pour ceux qui connaissaient la véritable nature de Brigitte Bardot. Si elle repose désormais au cimetière marin de Saint-Tropez face à l'immensité bleue, il faut savoir que ce n'est pas l'endroit où elle rêvait de finir ses jours. Son souhait le plus cher, répété maintes fois dans ses mémoires et ses interviews testamentaires, était pourtant d'une simplicité biblique et touchante. Elle voulait être enterrée chez elle dans le jardin de la Madrague, entourée de ses compagnons les plus fidèles, ses animaux pour l'éternité. Pour celle que le monde entier surnommait affectueusement bébé, la Madrague n'a jamais eu vocation à être une simple villa de papier glacé pour Magazine People. Bien au contraire, c'était son arche de Noé personnelle, une citadelle imprenable bâtie pour protéger les seules âmes qui trouvaient grâce à ses yeux. C'était le royaume incontesté de ses chiens, de ses chats, de ses ânes et de tous les éclopés de la vie qu'elle avait sauvés in extremis. Eux seuls constituaient sa vraie tribu, sa famille de cœur, loin des trahisons humaines. C'est précisément là, dans ce sanctuaire privé, qu'elle avait fantasmé son repos éternel, scénarisant sa propre fin avec humilité. Elle se voyait déjà dormir sous cette terre qu'elle avait foulée pieds nus pendant plus d'un demi-siècle, signalée par une simple croix de bois brut en osmose totale et définitive avec les éléments naturels. Son souhait le plus viscéral était que ses cendres, ou même sa dépouille, puissent se mêler physiquement à celles de ses compagnons à quatre pattes disparus avant elle. Elle rêvait d'une fusion ultime, une manière d'abolir pour l'éternité cette frontière arrogante entre l'homme et la bête, scellant ainsi le combat acharné de toute son existence. Mais voilà, la République a ses règles, et la loi française demeure d'une froideur implacable, même face aux icônes nationales. Le Code général des collectivités territoriales a dressé un mur infranchissable invoquant des normes sanitaires et hydrogéologiques drastiques qui interdisent formellement l'inhumation en terrain privé. Malgré les multiples recours, malgré l'aura légendaire de la défunte qui aurait pu laisser espérer une dérogation, le précieux sésame administratif a été catégoriquement refusé. La trop grande proximité avec le rivage méditerranéen et la composition spécifique des sols de la propriété ont servi d'argument irréfutable à une administration rigide brisant net ce dernier rêve auquel elle tenait tant. C'est une blessure intime, une sorte de dernière défaite amère contre la bureaucratie des hommes. Ce système qu'elle n'a pourtant cessé de haranguer et de bousculer durant des décennies. Le transfert de sa dépouille vers le cimetière public résonne dès lors comme un véritable arrachement, une violence symbolique inouïe. Certes, l'endroit est d'une beauté à couper le souffle, baigné par le soleil du sud et les embruns, mais cela reste un parcage pour humains, un lieu de convention sociale qu'elle a passé sa vie à fuir. Être mise en terre loin de son jardin secret revient à l'amputer de sa meute, à lui imposer une séparation physique insupportable pour l'éternité. Pour ces millions d'admirateurs, une mélancolie profonde s'installe à l'idée que celle qui a offert sa voix, sa fortune et son énergie vitale à la cause animale n'ait même pas pu obtenir cette ultime faveur de reposer parmi les siens. Ce mercredi de janvier, au moment précis où le cercueil descendra lentement dans la fosse, beaucoup auront le cœur serré en réalisant que son esprit, lui, n'est pas là mais c'est resté un peu plus loin. Son âme flottera toujours derrière les murs de sa maison mythique, là où résonnent encore les jappements joyeux de ceux qui l'ont aimé d'un amour pur et sans condition.
Il y a d'ailleurs, dans la disparition de Brigitte Bardot, une synchronicité vertigineuse qui force l'admiration comme si elle avait orchestré sa sortie de scène avec la précision d'une horlogerie céleste. L'année 2026 ne sera jamais une date comme les autres dans l'histoire de la protection animale. Elle marque un tournant décisif. C'est une année charnière, une ligne d'horizon que l'icône guettait depuis sa retraite tropézienne avec un mélange fébrile d'impatience et d'appréhension. C'est en effet au cours de cette année 2026 que les volets les plus stricts de la loi historique contre la maltraitance animale entrent en vigueur, un texte pour lequel elle n'a pas hésité à sacrifier sa popularité, à écorner son image glamour et à perdre sa tranquillité pour que ces mesures atteignent enfin leur pleine puissance légale. La coïncidence est tout simplement troublante, presque mystique. Elle tire sa révérence au moment exact où la France commence concrètement à appliquer l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants et à mettre fin à la captivité des cétacés dans les delphinariums. Ce sont là deux de ses croisades les plus emblématiques, celles qui lui tenaient le plus aux tripes. Pendant des décennies, on l'a traitée d'hystérique, de folle, furieuse, d'extrémiste déconnectée, lorsqu'elle hurlait contre la misère des orques dans l'eau chlorée ou la détresse des tigres derrière les barreaux. Et voilà qu'à l'instant où la société lui donne enfin raison, au moment où le législateur grave ses cris de colère dans le marbre de la loi, elle décide qu'il est temps de partir. C'est comme si elle avait tenu bon envers et contre tous, luttant contre la maladie et l'âge jusqu'à avoir la certitude absolue que le point de non-retour était franchi. Elle ne verra peut-être pas le tout dernier chapiteau fermer ses portes, mais elle part avec la victoire en poche, la tête haute. Cette convergence temporelle confère à son décès une dimension quasi prophétique, digne des grandes tragédies. Elle transforme sa mort en un acte politique ultime et retentissant. En s'éclipsant début 2026, elle oblige la France entière à faire son examen de conscience. Elle contraint chaque citoyen et surtout chaque responsable politique qui ose lui rendre hommage aujourd'hui à se regarder fixement dans le miroir pour se poser la seule question qui vaille. Sommes-nous dignes de l'héritage colossal qu'elle nous laisse ? Sa disparition agit comme un formidable accélérateur de conscience collective. Les médias, en retraçant son épopée, ne parlent plus seulement de la bombe sexuelle de « Et Dieu créa la femme », mais rediffusent en boucle les images insoutenables des bébés phoques, rappelant à quel point elle était visionnaire. C'est une ironie à la fois tragique et magnifique. Elle ne verra pas de ses yeux ce monde nouveau qu'elle a contribué à accoucher dans la douleur. Ce monde où l'animal cesse enfin d'être un bien meuble pour devenir un être sensible. Mais en choisissant de mourir maintenant, elle s'assure que 2026 ne restera pas uniquement dans les mémoires comme l'année de sa fin, mais bien comme l'année zéro d'une ère nouvelle pour la cause animale. Elle a réussi à passer le flambeau de la manière la plus spectaculaire qui soit. Son absence devient soudainement plus assourdissante que tous ses coups de gueule réunis. Le silence définitif de Bardot pèse désormais de tout son poids sur la conscience collective, garantissant que le combat continue. Sachez que les réformes législatives qui s'apprêtent à secouer l'Hexagone en 2026 ne seront pas de la simple paperasse administrative, mais bien l'exécution sacrée d'un testament spirituel national. Pour saisir pleinement pourquoi l'ombre immense et tutélaire de Brigitte Bardot pèse avec une telle gravité sur la législation française de 2026, il est impératif de rembobiner le film de sa vie. Il faut oser replonger dans les racines d'une métamorphose radicale, une transformation violente et spectaculaire qui ne trouve aucun équivalent dans toute l'histoire du star system mondial. Lorsqu'elle claque brutalement la porte du 7e art en 1973, alors qu'elle trône au sommet absolu de sa gloire et de sa beauté incandescente, la planète entière crie aux caprices de diva. Mais le monde se trompait lourdement, ce n'était pas une fin. C'était la déclaration officielle d'une guerre sans merci, car Bardot avait compris bien avant tout le monde une vérité qui échappait au commun des mortels. Elle avait réalisé qu'à cette époque, sa célébrité planétaire était une véritable arme de destruction massive, un outil qu'elle allait désormais détourner pour ne plus jamais séduire, mais pour forcer la main aux puissants. Sans le savoir, elle venait d'inventer les codes de l'activisme médiatique moderne, jetant les bases d'un combat qui allait consumer le reste de son existence. En partant braver le froid polaire sur la banquise canadienne pour protéger de son corps un blanchon menacé par les gourdins barbares des chasseurs, elle n'a pas juste fabriqué une image pour la postérité,
Par ce geste fou, elle a littéralement tordu le bras à la géopolitique internationale, obligeant les dirigeants du monde à se pencher sur le destin tragique d'une petite boule de poil immaculée. C'est cette obstination légendaire, cette tête de mule bretonne qui a lentement mais sûrement décennie après décennie fini par fissurer le mur d'indifférence de la classe politique française. Disons-le clairement, elle a été à bien des égards le pire cauchemar, l'épine constante dans le pied de tous les présidents de la Ve République de Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Emmanuel Macron. Elle les harcelait par courrier, elle faisait chauffer le téléphone, elle n'hésitait pas à les insulter publiquement si nécessaire, utilisant son patronyme comme un bélier pour défoncer les portes blindées des ministères. Elle a fait entrer la souffrance animale en politique par effraction, imposant le débat à une époque où défendre les bêtes était considéré comme une sensiblerie risible, voire totalement ridicule. Si aujourd'hui, en 2026, le Code civil s'incline enfin pour reconnaître l'animal comme un être vivant doué de sensibilité et de droits propres, c'est grâce à elle. Si les lois contre la cruauté se durcissent enfin drastiquement, c'est uniquement parce qu'elle a accepté de subir les moqueries et le mépris pendant 50 ans pour forcer la société à ouvrir les yeux. Mais attention, bébé ne s'est pas contentée de belles paroles ou de signatures de pétitions depuis un salon doré. Elle a littéralement offert sa vie, son corps et son âme en sacrifice sur l'autel de cette cause qui la dévorait. Elle a liquidé ses diamants, vendu ses robes de haute couture dispersées, ses souvenirs de gloire, et a même fait don de sa propriété mythique de la Madrague à sa fondation pour garantir sa survie financière. Elle s'est dépouillée volontairement de tout le glamour qui faisait d'elle une icône mondiale du luxe pour se réinventer en guerrière militante chaussée de bottes en caoutchouc et vêtue de treillis. La fondation Brigitte Bardot est devenue au fil du temps un véritable État dans l'État, une force de frappe opérationnelle capable d'intervenir sur le terrain là où les gouvernements étaient démissionnaires. C'est une machine de guerre qui pallie les échecs des pouvoirs publics finançant des refuges par milliers, traînant les tortionnaires devant les tribunaux et éduquant la jeunesse au respect du vivant. L'héritage politique de Bébé est absolument colossal car il est avant tout culturel. Elle a labouré le terrain mental des Français pour permettre les séismes législatifs que nous vivons aujourd'hui. C'est elle qui a rendu le port de la fourrure socialement honteux, c'est elle qui a braqué les projecteurs sur l'horreur insoutenable et caché des abattoirs industriels. Elle a osé remettre en question notre arrogance d'humain, interrogeant frontalement notre prétendu droit de vie et de mort sur toutes les autres espèces de la planète. Les députés qui votent en ces lois historiques en 2026 sont pour la plupart des enfants qui ont grandi biberonnés aux images chocs de ces combats incessants. En ce sens, elle dépasse le statut de simple militante. Elle est devenue la mère spirituelle, la matriarche incontestée de l'écologie animale en France. Le combat charnel de toute une vie a réussi l'impossible, transformer une émotion individuelle, l'amour des bêtes, en une responsabilité collective et hautement politique. C'est là sa victoire suprême, avoir fait en sorte que la protection animale ne soit plus une option pour cœur tendre, mais une obligation morale inscrite dans le marbre de la République. Alors que le soleil rougeoyant se couche sur la baie des Canoubiers, enveloppant la Madrague, d'une pénombre respectueuse et nostalgique, la France mesure enfin l'étendue vertigineuse du vide laissé par sa disparition. Ce n'est pas simplement une actrice de légende qui tire sa révérence, c'est un morceau entier de notre identité nationale qui s'efface brusquement du tableau. C'est une page de notre histoire commune qui se tourne avec violence, nous laissant tous un peu orphelins de sa fougue. Brigitte Bardot était véritablement la dernière des géantes, le dernier monstre sacré d'une époque révolue où la France rayonnait sur le monde par son insolence magnifique et sa beauté sauvage. Avec son départ, c'est tout un pan du XXe siècle qui bascule définitivement dans les livres d'histoire. Il y avait la Tour Eiffel, le général de Gaulle, et il y avait Bébé. Elle appartenait à cette caste rarissime de figures qui semblaient insubmersibles éternelles, comme si sa seule présence à Saint-Tropez suffisait à garantir une certaine idée de la liberté française. Maintenant qu'elle a rejoint les étoiles, ou plutôt cette terre qu'elle a tant aimée et défendue, elle accède à une autre forme d'existence, celle de la légende absolue et intouchable. Elle laisse derrière elle une fondation orpheline de sa présidente charismatique, mais armée jusqu'aux dents de sa rage de vaincre. C'est précisément là que réside le véritable défi de l'après-Bardot. Comment continuer à rugir quand la lionne ne donne plus de la voix?
Tant qu'elle était vivante, sa seule voix, même cassée, suffisait à faire trembler les murs de l'Élysée et à tétaniser les ministres. Désormais, c'est à nous, collectivement peuple de France, de reprendre le flambeau et de ne pas laisser la flamme s'éteindre sous les cendres. La Fondation Brigitte Bardot n'est plus seulement une organisation caritative. Elle se mue en sanctuaire, devenant le gardien du temple d'une philosophie qui doit impérativement survivre à sa créatrice. La responsabilité qui pèse aujourd'hui sur les épaules de ses successeurs et de ses millions d'admirateurs anonymes est absolument immense, presque écrasante. Il est hors de question de laisser le silence et l'oubli s'installer sur la souffrance animale, maintenant que sa plus grande et plus féroce avocate s'est tue à jamais. Et pourtant, il y a une forme de paix étrange, presque douce, à imaginer Brigitte Bardot enfin libérée de ses chaînes terrestres, enfin libérée de ce corps perclus de douleur qui la faisait souffrir, libérée de la traque incessante et voyeuriste des paparazzis qui l'ont hantée toute sa vie, libérée surtout de la bêtise humaine qu'elle fustigeait avec tant de verve et qui l'a tant désespérée jusqu'à son dernier souffle. Il est réconfortant d'imaginer qu'au-delà de notre réalité terrestre, dans une dimension céleste qui nous échappe, elle a enfin retrouvé sa meute et galope aux côtés de ses animaux disparus. On la visualise courant pieds nus la crinière au vent, enfin libérée des carcans administratifs et des règles absurdes de ces hommes qui ont tout fait pour lui interdire le repos éternel dans son propre jardin. Elle opère ainsi un retour triomphal à l'état sauvage, restant cette figure rebelle insoumise et absolument indomptable jusqu'à son dernier souffle. En ce mois de janvier, alors que la terre ocre de Saint-Tropez l'enveloppe définitivement, nous refusons de prononcer des adieux car on ne dit jamais vraiment adieu à une légende de cette envergure. Son âme vibrera éternellement dans chaque nouvelle loi promulguée pour la défense animale, dans le regard reconnaissant d'un chien sauvé de l'enfer et dans chaque geste de compassion envers le vivant. Brigitte Bardot a réussi le tour de force magistral de métamorphoser sa beauté physique éphémère en un combat militant immortel qui traversera les siècles. Elle a délaissé les plateaux de cinéma pour entrer de plain pied dans l'histoire. Et cette fois-ci, personne n'aura le pouvoir de couper la scène au montage. La petite effrontée scandaleuse de 1956 s'est transfigurée en véritable Madone des bêtes, une icône sacrée intouchable. Séparée de cette auréole lumineuse qu'elle veillera désormais sur la France, telle une sentinelle invisible garantissant un monde plus juste pour ceux qui n'ont pas la parole. Pour toujours.